Moi, j'entends dire il ne faut pas faire de confusion entre musulmans et les islamistes. Et là, je vois des chiffres, 91 000 fidèles donc, qui fréquenteraient des mosquées affiliées aux musulmans de France. Est-ce que ça veut dire que 91 000 fidèles donc, sont les adeptes des frères musulmans? Ce sont les chiffres du rapport. Hein. Je pose la question. Posez-le au du rapport. Non mais arrêtez de me couper toutes les 30 secondes. Non, mais vous avez... Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu et on commence tout de suite avec l'emballement médiatique autour des frères musulmans. Un conseil de défense, rendez-vous compte, a été tenu hier par le président de la République, c'est du délire. Une stratégie discrète pour infiltrer la société, c'est ce que dénonce le rapport sur les frères musulmans. Tout le monde est contre le salafisme. Par contre, pour les frères musulmans, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'eux n'ont pas la volonté de se retirer de la société. Eux, ils veulent au contraire pénétrer la société. Le document de 74 pages, commandé par Gabriel Attal sur demande de l'Élysée l'année dernière, pointe une mécanique d'influence bien structurée, s'appuyant sur 280 structures caritatives, associatives ou éducatives et 139 lieux de culte, soit environ 7% des mosquées en France. Un conseil de défense se tient aujourd'hui. Parmi les participants, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, il y a une menace sur la cohésion nationale. L'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Très clairement, c'est une nouvelle manière de stigmatiser les musulmans, parce qu'en réalité, tous ces mots comme séparatiste, islamiste, frériste sont utilisés par les islamophobes pour éviter un procès et une condamnation. Mais dans les faits, ce sont bien évidemment les musulmans qui sont attaqués dans leur ensemble. Écoutez Gabriel Attal qui en rajoute une couche en voulant s'en prendre aux filles de moins de 15 ans qui portent le voile. Bien sûr que quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. Et donc évidemment, ce qu'il y a autour, ça peut être des parents, ça peut être des associations qui sont dans une logique séparatiste et qui quelque part contraignent une jeune fille à adopter le voile ou adopter ce comportement. Et donc c'est évidemment ceux qui sont responsables de cette contrainte qu'il faut viser, pas une fillette de 5-6 ans qui, a priori, ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de porter le voile. Dans ce cas-là, comment être sûr que les baptêmes sont consentis ? Que le port de la kippa l'est aussi. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Et de manière opérationnelle, des policiers vont tenter de retirer le voile à des gamines dans la rue. Ça va faire des étincelles. Mais surtout, parler d'entrisme de la part de Gabriel Attal, qui est allé il y a quelques mois défendre Israël au dîner du CRIF, c'est fabuleux. Leçon de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Rappelez-vous, même Elisabeth Lévy, ultra-sioniste, parlait en toute décontraction de l'influence du CRIF sur la politique. Ils ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc est-ce que vous allez... Et ça c'est tabou dans le monde médiatico-politique. Par contre, on pond un rapport sur l'entrisme des frères musulmans alors que personne ne peut dire exactement ce que c'est. Et la prochaine étape, on y est déjà, c'est s'attaquer au commerce halal. Des commerces qui, parce qu'ils sont halal, sont donc suspects. Vous parlez aussi du commerce. Et là, on se demande si vous mélangez pas tout quand vous déplorez qu'il y ait trop de boucheries halal aujourd'hui. Ça, c'est pour répondre à une demande de consommateurs. Les musulmans qui mangent halal sont pas forcément inféodés aux frères musulmans. La stratégie d'entrisme des frères musulmans, elle vise à porter une idéologie qui vise à conquérir l'ensemble des champs de la vie. Vous écrivez, certaines grandes surfaces ont étoffé leur rayon halal. Soit. Mais dans le rayon d'à côté, elle continue à vendre du porc, il peut y avoir un rayon cachère, il peut y avoir un rayon végétarien, chacun achète ce qu'il veut en fait. Absolument, ce qui compte c'est l'idéologie qui sous-tend tout ça et le fait que, encore une fois, dans le projet des frères musulmans, c'est un projet total qui vise à occuper tous les champs de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, Leclerc, Auchan, Carrefour sont complices de fait de cette idéologie qui essaye d'entrer en... Ce n'est pas le propos que j'ai tenu, je dis simplement que le commerce fait partie, et nous contrôlons d'ailleurs des commerces, puisque nous avons pour un certain nombre de commerces des doutes sur le fait qu'ils constituent des plateformes de repli. Le commerce constitue une cible dans le cadre de la stratégie. Et ça, vous avez une idée du nombre de commerces qui sont suspects, entre guillemets? Nous avons aujourd'hui, pour tout vous dire, dans les Hauts-de-Seine, une 60aine de sites. Le jeu auquel jouent les politiques et les médias en ce moment est extrêmement dangereux. On désigne le musulman comme l'ennemi de l'intérieur. Le danger qui nous guette et qui frappera si nous ne réagissons pas tout de suite. Et ce qui me inquiète dans la séquence actuelle, c'est qu'on est en train de construire une islamophobie d'État.
Et qu'aujourd'hui, on est en train d'assister pleinement, mais vous savez, malheureusement, dans l'histoire de notre pays, il y en a eu d'autres, à la construction d'un ennemi de l'intérieur. Fut un temps, c'était le complot juif, aujourd'hui, c'est le complot musulman. Et ce qui m'inquiète, c'est que je sais où mènent ces discours. Voilà, alors on n'en est pas fort heureusement aujourd'hui là, mais en tout cas, on est en train de créer un nouveau discours de la 5e colonne, et habituellement, c'est l'extrême droite qui crée ces discours-là. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le porte. Il faut remettre tout ça dans son contexte. Parce que vu ce qui est entrepris, s'attaquer au commerce halal, aux jeunes filles voilées, tenir un conseil de défense, etc., on pourrait penser que ce rapport est accablant, alors que pas du tout. Vous vous rendez compte du délire anxiogène dans lequel on est depuis 48 heures ? On a l'impression d'être à la veille des invasions barbares. À entendre notre ministre de l'Intérieur, on serait à J-1 de basculer dans la charia. Et chacun, à part Jean-Luc Mélenchon, y va de sa métaphore guerrière et mortifère pour nous expliquer que notre identité, notre liberté et la cohésion de la société seraient menacées. Sauf que si on regarde les chiffres du rapport, on est un peu loin du tsunami frériste. 139 mosquées problématiques sur 2800, soit 5%. 4200 élèves dans des écoles fréristes sur 1,7 million d'élèves musulmans, soit 0,25%. 127 associations sportives fréristes sur 325 000 associations sportives à l'échelle nationale, soit 0,04%. 280 associations rattachées à la mouvance frériste sur 1,5 million d'associations françaises, soit 0,02%. Avouez qu'on est plus détendu maintenant, qu'on a remis les choses en perspective. Il faut quand même se rendre compte que ce rapport concerne une partie plus qu'infime de la population. Et vu les personnes qui y ont participé, je ne serais pas surpris que les chiffres aient été gonflés. Mais peu importe, ce rapport servira surtout de caution aux islamophobes pour sortir des bêtises plus grosses qu'eux. Ce que j'appelle la société charia compatible. Donc on n'impose pas la charia, mais on l'acclimate, on l'habitue à la présence du voile, du halal ou au fait de se censurer, de s'auto-censurer. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, qu'on ne doit pas dire pour ne pas offenser la sensibilité des croyants. La lutte contre l'islamophobie, c'est une stratégie. Voilà, donc je pense que plus personne n'est naïf. Ce sont les musulmans ou même les supposés musulmans qui sont visés. On en avait eu la démonstration avec les histoires de l'abaya, où parmi les jeunes filles qui s'habillaient de manière ample au collège, seules les filles arabes ou noires étaient sommées de se justifier sur leur tenue. Mais certains médias, comme CNews, continuent à jouer les hypocrites. Moi, j'entends dire qu'il ne faut pas faire de confusion entre musulmans et les islamistes. Et là, je vois des chiffres, 91 000 fidèles qui fréquenteraient des mosquées affiliées aux musulmans de France. Est-ce que ça veut dire que 91 000 fidèles sont les adeptes des frères musulmans? Ce sont les chiffres du rapport. Je pose la question. Posez-le au du rapport. Non mais arrêtez de me couper toutes les 30 secondes. Non mais vous avez posé une question. Un fidèle qui fréquente un lieu de culte, en général, il fréquente un lieu de culte de proximité. Non mais tu poses une question. La plupart du temps, un fidèle, il fréquente le lieu de culte de son quartier. Il ne le fréquente pas parce que on va y prôner tel islam ou telle sensibilité. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Si on doit lutter contre ceux qui veulent faire de l'islam politique ou mettre à mal les fondements de la République, on a des services pour ça. Donc on a des mesures judiciaires pour fermer ces mosquées. Pour fermer les mosquées. Okay. Mais encore une fois, quand j'entends dire non, il ne faut pas faire la confusion, je suis désolé. Alors non, ça, c'est du cinéma. C'est la fin du débat. La confusion, elle est faite dans l'esprit des Français. Rapidement. Non, c'est la fin du débat. On est à la pub. Mais attention, je pointe du doigt CNews, mais ce que je trouve assez minable et inquiétant, c'est qu'on voit aussi certaines personnalités se réclamant de la gauche, comme François Ruffin, valider quelque part la théorie de l'entrisme des frères musulmans. Écoutez. Le conseil de défense se tient ce matin autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est inédit parce que d'habitude, un conseil de défense, c'est pour les attentats ou la guerre en Ukraine. Que ce sujet-là des frères musulmans s'invite à l'Élysée, c'est une bonne chose. Il y a une question évidente avec les frères musulmans qui ont pour objectif de séparer les musulmans du pays, de séparer les musulmans de la nation, de séparer les musulmans de la République et faire qu'il y ait une loi qui soit au-dessus de ça. Est-ce que vous en êtes témoin dans votre circonscription de la Somme? Moi, ce dont je suis témoin, et je veux dire que le rapport contient des choses intéressantes. Oui. Et que, en plus, on a l'État qui vient pas vous appuyer, mais en fait vous minez, parce que c'est le plan Borloo qui tombe à l'eau. Quand le journaliste lui demande concrètement s'il a des exemples précis d'entrisme, il bifurque sur autre chose, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Mais il valide quand même le narratif qui nous est proposé. Et il n'est pas le seul.
Il y a aussi Clémentine Autain, une ancienne insoumise quand même. Votre département, la Seine-Saint-Denis, est cité dans ce rapport. Concrètement, est-ce que vous avez constaté, vous, sur le terrain, cette influence des frères musulmans ? Ce que j'ai évidemment pu constater, c'est un intégrisme religieux, musulman, en tout cas qui se réclame de l'islam, un islam politique, qui grandit aussi sur le terrain des défaillances du public. Aujourd'hui, quand vous avez des cours d'arabe qui ne sont pas donnés dans l'école publique, eh bien, on peut les prendre dans des cours privés et avec potentiellement, évidemment, des réseaux qui peuvent s'insérer là. C'est quand même triste. Le seul exemple précis qu'elle a trouvé, ce sont des cours de langue arabe qui seraient suspects. On en est là. Alors pourquoi pas ? Mais pourquoi dans ce cas-là ne pas parler d'entrisme sioniste, qui depuis le 7 octobre est plus visible que jamais ? Par exemple, le soutien inconditionnel de Meyer Habib, Aurore Berger, Pascal Praud, Bardella, Yael Braun-Pivet, Le Crif, la Licra, etc. Ou encore le fait que des humoristes comme Blanche Gardin ou Guillaume Meurice aient été censurés. Ou que Dieudonné puisse être menacé de mort par des soldats de Sahel et que sa plainte soit classée sans suite. En octobre 2024, une vingtaine d'individus, dont plusieurs franco-israéliens, envoient des menaces de mort et des insultes racistes, notamment de singes, à Dieudonné Mbala. Assisté par un avocat, Dieudonné décide de porter plainte pour menaces aggravées. Mais le 7 mai, la justice française décide de classer l'affaire. L'affaire est en train de prendre de l'importance dans les départements d'outre-mer, où c'est vu comme la démonstration que même après 400 ans d'esclavage, après la colonisation africaine, eh bien, nous restons des animaux pour cette société française. Ce n'est pas normal de classer des menaces puisque j'ai déjà été victime d'agressions physiques. Il y a des gens qui ont été convoqués, ils ont été entendus par la police. Apparemment, ils se sont cachés derrière l'argument c'était pour rire. Alors moi, je suis humoriste. On m'interdit de faire des blagues et d'autres personnes comme ça peuvent me menacer. C'est 20 menaces directes sur un citoyen français par d'autres Français, enfin franco-israéliens pour la plupart. Donc on attend des réponses. Nous avons sollicité les associations antiracistes de France pour connaître leur point de vue sur cette affaire. Aucune ne nous a répondu, à l'exception de SOS Racisme, qui n'a pas souhaité commenter. Voilà, donc ça c'est un cas précis, concret, comme l'influence du CRIF ou le lobby Elnet. Mais non, l'espace médiatique va être inondé par des débats autour des frères musulmans, et pendant ce temps-là, on ne parlera pas du scandale diplomatique en Palestine. Si vous n'étiez pas au courant, une délégation de diplomates de plusieurs pays, en visite en Cisjordanie, a été visée par des tirs de soldats israéliens. C'était une visite de début d'après-midi de diplomates. 25 pays représentés, dont la France, aux abords du camp de réfugiés de Jenin. Vidé de ses habitants car considéré comme un repère de groupes armés, le camp est depuis janvier contrôlé par l'armée israélienne. Les membres de la délégation restés aux abords donnent quelques interviews quand soudain, des soldats israéliens tirent à plusieurs reprises. La délégation se met à l'abri quand d'autres coups de feu retentissent. Sur cette image, 2 soldats de Tsahal mettent en joue le groupe. Il n'y a pas de blessés, mais une condamnation ferme de la France. Une visite à Jenin à laquelle participait un de nos diplomates a essuyé des tirs de soldats israéliens. C'est inacceptable. Pour l'armée israélienne, les diplomates auraient dévié de l'itinéraire approuvé, ajoutant « Les soldats ont tiré des coups de semonce. L'armée regrette les désagréments causés. » Ah ben si Israël regrette, ça va alors. Mais ce serait intéressant de voir si ce sera beaucoup relayé ou pas par les médias français. Et hier soir, on a également appris qu'un attentat a eu lieu devant un musée juif à Washington. Les autorités indiquent que l'attaque a eu lieu aux alentours de 21h heure locale. C'est à ce moment-là qu'un homme armé d'un revolver a ouvert le feu sur un groupe de personnes qui sortaient du musée juif où elles avaient participé à une soirée de la communauté juive. 2 personnes sont mortes sur le coup, un homme et une femme, 2 employés de l'ambassade d'Israël. Il s'agissait d'un couple qui était sur le point de se marier. C'est l'ambassadeur israélien qui a donné cette précision tout à l'heure. Le tireur s'est ensuite
débarrasser de son arme et il s'est rendu à l'intérieur du musée pour se livrer aux agents de sécurité. Devant eux, il a reconnu être l'auteur des tirs. Cet homme a donc été arrêté par la police. Il s'agit d'un homme de 30 ans qui s'appelle Elias Rodriguez. Il est originaire de Chicago. À ce stade, ses motivations restent floues, mais la police indique que depuis sa cellule, il a chanté Palestine libre. Bon, vous aurez bien compris que déjà c'est une tragédie absolue pour les victimes et leurs proches, mais qu'en plus, ce dégénéré va faire du mal à la cause pro-palestinienne, parce que Free Palestine est devenu le nouveau Allahu Akbar. Et pour le coup, c'est vrai, vidéo à l'appui, il a bien crié ça en se livrant à la police, regardez. Dites-vous bien que la prochaine manifestation pro-palestinienne sera d'office accolée à ce fou furieux. Et pour finir, on va parler d'Eyal Golan. J'en ai déjà parlé lors de la précédente vidéo. C'est le chanteur israélien qui a tenu un concert en plein Paris alors qu'il a tenu des propos abjects et génocidaires contre les Palestiniens. Et pendant son concert, il a diffusé des images de l'armée israélienne, mais on va nous dire qu'il n'a rien à voir avec le gouvernement israélien. Ce chanteur israélien qui disait vouloir effacer Gaza a fait de ce concert au Dôme de Paris une ode à la gloire de l'armée israélienne. Eyal Golan a diffusé des images d'offensive à Gaza sur l'écran derrière lui. Il avait été menacé de poursuites pénales en Israël pour avoir appelé à anéantir l'enclave et à ne pas y laisser une seule personne après le 7 octobre. Condamné pour fraude fiscale et accusé d'agression sexuelle sur des mineurs en Israël, Eyal Golan reste populaire chez les partisans israéliens de l'extrême droite. Il chante pour les soldats israéliens et ses chansons sont reprises lors d'événements militaires depuis le début du génocide à Gaza. Et pour information, la préfecture de Paris a assuré sa protection et interdit toute manifestation aux abords de la salle de concert. Et devinez qui s'est vanté d'avoir assisté à ce concert ? Elisabeth Lefebvre. Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui, Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, est à tes côtés. Bonjour Mourad. Bonjour, bonjour. Et puis Barbara Lefebvre est là aussi, l'enseignante en histoire-géographie. Bonjour. Bonjour, je voudrais dire un grand bonjour à des fans des GG, notamment Johan et Réhouven, que j'ai croisés hier à un concert, le concert d'Eyal Golan. On s'est bien amusé et du coup, voilà, je leur fais un grand coucou. Voilà. Bon, si elle s'est amusée en regardant des images de bombardements de civils, et face à un chanteur qui a des affaires de pédophile sur le dos, tant mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.